Quel avenir pour l'agriculture européenne? À l'heure actuelle, répondre à cette simple question paraît impossible. Avec l'abolition des quotas laitiers, la contraction de la demande mondiale, la concurrence entre pays européens ou encore l'embargo russe, le monde agricole traverse une véritable crise et les tensions ne cessent de s'accroître. Les pouvoirs publics sont interpellés, parfois violemment comme lors du Salon de l'agriculture en France, et Bruxelles est régulièrement pointée du doigt pour sa vision libérale. Comment relancer la compétitivité de l'agriculture européenne? Quel modèle adopter pour préserver l'emploi, les modes de vie et les territoires? Pour répondre à ces questions, je reçois deux eurodéputés sur le plateau de Toute l'Europe en débat. Bienvenue à tous sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes des questions agricoles. Le premier est de nationalité belge, eurodéputé depuis 2004 et membre des socialistes et démocrates. Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Face à vous aujourd'hui, on ne le présente plus, figure incontournable des écologistes français, ancien syndicaliste de la Confédération paysanne, député européen depuis 2009, José Bové, bonjour. Bonjour. Messieurs les députés, en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique, le monde agricole est secoué par une forte crise qui se caractérise par des baisses de revenus, des fermetures d'exploitation. Marc Tarabella, je propose de lancer ce débat. Quel est votre diagnostic? Quels sont, selon vous, les principaux facteurs explicatifs de cette situation? J'en vois deux essentiellement. C'est que l'Union européenne, dans sa majorité, n'a pas de stratégie pour garantir la souveraineté alimentaire, donc la production agricole, sur son territoire, par ses paysans, par ses agriculteurs. J'en veux pour preuve deux raisons. La première, c'est que nous abandonnons les uns après les autres tous les mécanismes qui ont régulé la production. Je parle des quotas laitiers, les quotas sucre l'année prochaine. Et donc clairement, la maîtrise de la production est nécessaire pour garder un prix suffisant. Ces mécanismes ont bien fonctionné pendant 25 ans et ils ont été très utiles à l'époque où on a laissé dériver la production. On les abandonne et aujourd'hui, en même temps, on permet cette surproduction. Et en même temps, deuxième raison, on ouvre les marchés, on négocie des accords qui vont sûrement être catastrophiques avec les Américains, le TTIP par exemple, et l'agriculture n'est pas une activité stratégique selon les autorités de la Commission européenne, parce qu'on négocie en dernier. C'est la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. Or, la moindre friction aujourd'hui sur le marché mondial précipite le prix de tout le monde vers le bas. C'est vrai pour le lait, ça l'a été en 2008-2009, ça l'est aujourd'hui. Ce sera vrai demain pour la viande de volaille, c'est déjà vrai pour la viande de porc. Ça risque d'être dramatique pour la viande de bœuf. Et donc clairement, on ouvre les marchés et on n'a pas de mécanisme protecteur du revenu des agriculteurs, ce qu'ont tous les autres, notamment les Américains. Et donc forcément, l'agriculture est en difficulté aujourd'hui. José Bové, l'abolition des régulations, les contractions du marché international, vous partagez cette analyse? Écoutez, moi j'ai envie de revenir déjà pour commencer au traité de Rome. Il y avait trois objectifs pour l'agriculture. L'autosuffisance alimentaire, donc aujourd'hui on appellerait ça la souveraineté alimentaire, la possibilité pour les consommateurs d'avoir des prix stables quand ils font leurs courses, et le troisième, le revenu des paysans, qui devait être garanti. C'est inscrit dans le traité de Rome. C'est ce qui a construit l'Europe. Sur l'ensemble de ces objectifs, aujourd'hui, on est en train de les abandonner. Donc oui, on a à la fois un problème d'incapacité d'organiser l'offre par rapport à la demande, donc de faire en sorte qu'il y ait des politiques qui permettent de bloquer les volumes quand on produit trop, ou d'inciter à produire quand on n'a pas assez. Ça a été abandonné. Pourquoi ça a été abandonné? Parce que quand on est rentré dans l'Organisation mondiale du commerce, on a aligné tous les prix sur les prix mondiaux et il a été question à ce moment-là d'abandonner toutes les régulations, ce qui a été fait dès 2003. Donc il y a eu une volonté cynique, je dirais, de la Commission européenne et des gouvernements européens d'abandonner l'agriculture au bénéfice d'autres secteurs comme les services sur le marché mondial en ayant l'illusion de croire qu'on pouvait continuer à exister sans politique agricole. Or, il n'y a pas d'Europe sans politique agricole et ça reste le fondement central. Est-ce que le commissaire Hogan laisse faire faillite à dessein certains agriculteurs parce qu'il les juge non compétitifs par rapport au marché actuel?
C'est ce qui est dramatique dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe ultralibérale. Moi, j'ose le terme. Depuis 20 ans, l'Europe est ultralibérale. Et les propos du commissaire ne sont pas rassurants, puisqu'il commence à peine à entrevoir l'idée qu'il y ait une crise. Ça fait des mois qu'on le dit, qu'elle est palpable, qu'elle est tangible, que les agriculteurs la vivent très mal au quotidien. Et il prônait encore il y a quelques semaines que c'était le marché. Il est plutôt orienté marché et ne veut pas intervenir. Et encore hier, il nous dit qu'il est inutile de revoir les seuils d'intervention. Or, aujourd'hui, exemple sur le lait, le coût de production d'un litre de lait, on peut dire 33-35 cents. Ils le vendent à 25, les agriculteurs, aujourd'hui, depuis des mois. Et le filet de sécurité, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel l'Europe intervient, est de 17-18 cents. Donc inefficace, inopérant. Mais il n'envisage pas de relever ce seuil. Et donc clairement, le commissaire Hogan et effectivement, et José Bové a raison, de mettre en cause la majorité des gouvernements européens, ne sont pas sensibles à vouloir intervenir au niveau des marchés, à réduire la volatilité des prix, à faire en sorte qu'on protège mieux nos producteurs. Et aujourd'hui, je pense que l'initiative de Stéphane Le Foll, j'espère qu'il va avoir du succès au niveau du Conseil, convaincre les uns après les autres, les ministres, qu'il faut absolument revenir à des mécanismes de régulation de la production pour essayer d'avoir, et avoir forcément des prix rémunérateurs. Mais aujourd'hui, c'est une minorité de ministres qui pensent comme ça au niveau européen, malheureusement. Régulation, mais ne faut-il pas aussi faire agir, faire des réformes pour la compétitivité de certaines exploitations ou de certains types d'exploitations qui ne sont pas aujourd'hui capables d'affronter la concurrence? Non, parce que l'agriculture européenne s'est déjà restructurée très fortement. Les agriculteurs ont dû se mettre en conformité avec des normes européennes de plus en plus sévères. Et ceux qui ont voulu faire des étables à 1000 ou 2000 vaches dans le nord de l'Europe sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, parce que leur investissement, qui n'a plus rien à voir avec l'agriculture familiale à taille humaine, c'est des investissements industriels, évidemment sont très onéreux, utilisent notamment de la nourriture pour bétail qui vient d'outre-Atlantique, du soja transgénique par exemple, alors que le fermier qui lui s'est mis en conformité, l'agriculteur de chez nous qui s'est mis en conformité par rapport à sa treilleuse, mais qui utilise ses herbages, qui utilise clairement la surface disponible de son exploitation, de sa ferme pour nourrir ses bêtes, lui résiste mieux que l'hyperproductif du nord de l'Europe. Donc les agriculteurs ont déjà fait des restructurations et qu'on arrête de dire qu'ils ne sont pas compétitifs. José Bové, la compétitivité? Vous savez, la compétitivité, quand il restera 2 paysans, il y en aura encore un qui sera en dessous du niveau de l'autre. Donc la logique de la compétition entre des paysans, ça n'a pas de sens. Parce que le but, c'est de nourrir 500 millions d'habitants en Europe. Ce n'est pas une question de concurrence. Le but, c'est que tous les paysans puissent vivre, parce qu'un paysan, il produit pour nourrir des gens. En fonction de la façon dont il produit, il va protéger l'environnement, il va maintenir un tissu social autour de chez lui, et il va faire des produits de bonne qualité. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité de l'agriculture. Donc, ramener une ferme uniquement à une logique de compétition avec son voisin, parce qu'en fait, c'est ça l'histoire, c'est quelque chose de complètement invraisemblable. Mais alors, comment fait-on dès lors, et là je vous pose la question à tous les deux, peut-être vous n'aurez pas la même réponse cette fois-ci, comment fait-on pour inverser cette tendance libérale européenne? Parce que quand on entend les ministres de l'agriculture allemands, néerlandais, danois, irlandais, on n'a pas l'impression qu'ils vont aller dans le sens de M. Le Foll ou du ministre de l'Agriculture belge. Exact. Le ministre de l'Agriculture belge est plutôt sur la ligne de Stéphane Le Foll, parce qu'aujourd'hui la Flandre souffre. La Belgique c'est compliqué. Les Wallons c'est le lait. La Flandre, c'est les porcs. Et donc aujourd'hui, il y a une concomitance d'intérêt de dire allez, on ne peut pas continuer cette politique, il faut absolument revenir à une régulation efficace. Mais aujourd'hui, malheureusement, effectivement, les ministres comme Stéphane Le Foll ne sont pas légion, je dirais, ils sont une minorité au niveau européen. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait encore plus de souffrance dans certains pays, alors que chez nous, elle est déjà très palpable, pour que ça change? Au niveau du Parlement européen, on essaie de faire progresser les choses. Il y a des débats qui vont arriver sur la volatilité des prix, comment on lutte contre la volatilité, comment on essaie de maintenir des prix dans une fourchette correcte par rapport effectivement au coût de production où le prix aujourd'hui n'est pas rémunérateur par rapport au coût de la production. C'est comme des réflexions qui se font plus que jour aujourd'hui et qui doivent essayer d'aboutir à des solutions. Est-ce que l'un des chantiers, ça peut être aussi une plus forte harmonisation des systèmes, peut-être notamment en matière fiscale? J'ai entendu que les agriculteurs français portaient plainte contre les producteurs allemands parce qu'ils emploieraient des travailleurs venus d'Allemagne de l'Est à des prix battant toute concurrence et de manière certainement indue. Qu'est-ce que vous en pensez, José Bové? La logique, à mon avis, aujourd'hui, c'est de ne pas mettre les paysans en concurrence. Le drame, c'est que depuis la dernière réforme de la politique agricole commune en 2013, on est dans la compétition entre les pays, puisqu'on a mis en place des règles où chaque pays choisit ce qu'il veut comme politique.
C'est invraisemblable. On est sorti de la politique commune. Donc oui, il faut une harmonisation sociale, parce qu'effectivement, certains pays ou certains groupes, ce n'est pas les pays, certains groupes industriels, je pense à l'industrie du porc, des abattoirs dans l'Allemagne, dans une partie de l'Allemagne, certains industriels, je pense aussi dans la production de fruits et de légumes en Espagne ou ailleurs, il y a des logiques de vouloir gagner des marchés au détriment des autres. Pour ça, il faut des régulations sur l'ensemble des productions. Il faut qu'au niveau social, il y ait une harmonisation, qu'évidemment la fiscalité soit la même, mais je dirais que ça, c'est un combat global, commun, pour l'ensemble de l'économie européenne. Parce que cette question de justice sociale et de justice fiscale, c'est pour l'ensemble de l'économie européenne. Mais je dirais qu'à très court terme, si M. Le Foll veut faire preuve de courage politique, il faut qu'il dise très clairement aux commissaires européens, mais aussi au président de la Commission, ça suffit. Ça suffit. Ou on met en place ces politiques, ou alors moi je fais, la France, on fait comme M. Cameron, on fait la politique de la chaise vide. Moi je ne supporte pas de voir à longueur de journée M. Cameron venir, on lui déroule le tapis rouge pour avoir toutes les règles qu'il veut, sinon je fais un caca nerveux et je sors de l'Europe. Et nous, sur la crise agricole qui concerne beaucoup de pays européens, eh bien personne n'a de courage politique de taper du poing sur la table. Moi je dis Stéphane Le Foll, si tu as envie, la semaine prochaine, tu tapes du poing sur la table, et si le commissaire ne veut rien entendre, eh bien la France quitte la table de négociation, quitte les réunions et fait la politique de la chaise vide jusqu'à ce que la commission comprenne. Je ne partage pas l'avis de José Bové sur la politique de la chaise vide, parce qu'elle est toujours mauvaise. Si vous ne faites pas entendre... Et Cameron, il fait comment? Cameron, Cameron, il a obtenu ce qu'il a voulu. Il a obtenu ce qu'il a voulu et c'est bien regrettable d'ailleurs. Et je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Cela étant dit, il était là, Cameron, à Bruxelles. Sauf qu'il a dit... Non, il était là. Sauf qu'il faut faire un rapport de force. Clairement, rapport de force, mais c'est en étant à l'intérieur et en insistant peut-être de manière plus forte encore qu'on peut essayer d'arriver à faire changer les choses. Mais c'est pour ça que les sociodémocrates, vous avancez pas très vite, c'est pour ça. C'est que l'Europe à 28 est devenue un désastre. Parce que le Conseil à 28 ne décide plus de rien du tout. La PAC est à géométrie variable. Pourquoi? Parce que pour avoir un accord à 28, c'est les États membres vont faire ceci, mais pour le reste, ils vont pouvoir ou pas le faire. C'est comme ça dans tous les dossiers. Et donc à 28, ça devient ingérable. Donc je pense clairement qu'une solution va venir probablement d'un groupe de pays qui vont dire ça suffit Cameron, ça suffit les Slovaques qui ne veulent que des réfugiés chrétiens, ça suffit Orban qui met des barbelés et qui ne veut lui pas de réfugiés. À un moment donné, on est dans les valeurs européennes et on les redéfinit, tout le projet européen, on leur définit. Il y en a qui veulent le suivre et le respecter. On est 15, 18, peu importe. Et après les autres, ou vous venez pas. Et dans ces projets européens fondamentaux, il y a effectivement la politique agricole commune telle que les buts qu'on lui a assignés dès le départ. Donc l'autosuffisance alimentaire, la nourriture en quantité et en qualité à un prix abordable pour les citoyens et le revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, effectivement, tu l'as souligné, ça n'est plus respecté. Eh bien, ça fait partie des projets comme les libertés civiles et pas à géométrie variable. Et à un moment donné, les autres, ou vous venez, ou vous restez dehors. Mais si c'est uniquement pour venir, pour avoir le pognon de l'Union européenne et ne pas partager les moments difficiles et les sujets difficiles, alors l'Europe n'a plus d'avenir comme elle l'est aujourd'hui, dans la route dans laquelle elle a emprunté aujourd'hui. Est-ce qu'un autre angle d'attaque, peut-être pour convaincre la Commission ou ceux qui partagent la doctrine libérale, est d'allier agriculture et environnement, défendre le bio, défendre l'économie circulaire, l'économie locale, les petites exploitations? Est-ce que tout ceci est un schéma irréaliste et naïf? Ce sera la question de la fin, et vous entendre tous les deux. Est-ce que c'est possible de profiter de l'élan de la COP21 et des efforts actuels qui sont faits en matière de lutte contre le changement climatique? Écoutez, moi ce que je pense, c'est que par rapport à ça, il faut revoir les choses clairement. Quand on a réformé la politique agricole commune avec le commissaire Ciolos, qui avait vraiment une volonté de prendre en compte les petites exploitations, l'environnement et la conversion vers le bio, il y avait une dynamique collective. Cette dynamique a été cassée à la fois par le Conseil, mais je dirais aussi par une majorité au Parlement, où le PPE et les sociodémocrates, à l'exception de quelques-uns comme Marc Tarabella qui n'ont pas joué ce jeu-là, ont accepté une logique qui allait à l'encontre de ces objectifs. Ça va complètement contre ce que cherchent les citoyens. Et donc aujourd'hui se développent sur le terrain des circuits courts, de la vente directe, l'organisation des producteurs et des consommateurs dans ce qu'on appelle en France les AMAP ou des paniers paysans.
tout ça se développe sans soutien forcément des pouvoirs publics. Alors que par exemple dans le cadre du deuxième pilier de la politique agricole commune, qui sont les politiques rurales de territoire, il y a des formidables opportunités pour les régions pour développer ça. Alors là, oui, c'est effectivement aujourd'hui quelque chose qui peut se développer, pas simplement pour le consommateur direct, mais on peut aussi imaginer ça pour les collectivités locales, pour favoriser la vente directe des produits pour les alimentations des cantines scolaires, des hôpitaux, de l'ensemble de la nourriture en collectivité. Tout ça peut se faire, tout ça se doit se construire. On a les moyens de le faire, on a les outils politiques pour le faire. Simplement, il faut qu'il y ait une volonté de le mettre en œuvre. Marc Tarabella. Je dirais simplement que l'Europe a quand même on a été attentif notamment à l'existence et à la croissance, par exemple, de tout ce qui est circuit court et l'agriculture bio. D'ailleurs, elle est plus aidée et subsidiée que l'agriculture traditionnelle. Et aujourd'hui, chaque groupe politique porte un peu sa croix dans ce Parlement et un peu sa plaie ou son mouton noir. José se bat pour une agriculture bio de qualité, moi aussi. Le rapporteur actuel, qui est du groupe des Verts, mais qui est allemand, qui n'a pas la même philosophie que nous, est en train de cautionner, avec d'autres, une majorité malheureusement, et les gouvernements, un détricotage du label bio, en tout cas une moins-value du label bio aujourd'hui que ce qu'il n'a été hier. Et donc c'est évidemment dramatique. Et la Commission, alors que là, la Commission a fait une bonne proposition. Et donc, il faut des bonnes volontés un peu dans tous les groupes, il faut espérer les rassembler, mais c'est surtout, certainement dans la droite du Parlement européen qui est encore attachée au monde rural, qu'il faut trouver des alliés qui changent de camp. Le TTIP est une hérésie, hein. Ça va être une catastrophe pour le monde agricole européen dans son ensemble, y compris l'agroalimentaire qui croit qu'il va les vendre aux États-Unis. Les Américains ne boiront jamais, ne mangeront jamais du fromage au lait cru. Jamais. Culturellement, c'est interdit. Alors, si on doit s'adapter aux normes américaines, c'est nous qui allons y perdre, mais jamais l'agriculture européenne ne gagnera dans ce traité. Il faut le faire comprendre et pas mentir aux citoyens. Je vous remercie, José Bové, Marc Tarabella, merci pour ces échanges très intéressants. J'espère vous recevoir bientôt sur ce plateau. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. D'ici là, vous pouvez continuer de suivre l'actualité européenne sur notre site www.touteleurope.eu.